J'ai beaucoup de plaisir à être là, diverses raisons. D'abord, l'invitation vient de Bernard Francou, qui était président du comité scientifique. Bernard, que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai fait mes premières armes en glaciologie. C'était en 98, donc je ne pouvais pas refuser l'invitation venant de Bernard. Beaucoup de plaisir aussi parce que, pareil, mes premières armes sur les glaciers, c'était dans un cadre loisir, emmené par le club alpin de Bourg-en-Bresse. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y ait de représentants de Bourg-en-Bresse ici, mais voilà, donc d'autant plus de plaisir à venir faire cette conférence de clôture. Donc je vais vous parler des glaciers, puis un peu le point de vue des glaciers vus depuis Toulouse. On me demande souvent pourquoi un glaciologue est perdu à Toulouse et n'est pas à Grenoble, où se situe le grand centre de glaciologie en France. La raison principale, c'est que Toulouse est un écosystème extrêmement favorable pour le monde du satellite. C'est là que se trouve le Centre national d'études spatiales, le CNES, qui développe les satellites. C'est là que se trouvent des entreprises comme Airbus qui vont fabriquer et puis exploiter les données satellitaires. Et donc c'est un peu ça aussi que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est comment on peut utiliser les satellites pour avoir une vision exhaustive globale des pertes de masse des glaciers du globe. Donc on va alterner entre mesures de terrain, mesures satellitaires. Évidemment, je vais vous parler du recul des glaciers, perte de masse des glaciers. Je ne sais pas si je vais beaucoup vous remonter le moral sur ce sujet-là, mais enfin, on va voir les faits. Et surtout, ce que je veux apporter également, c'est un peu d'infos sur la méthode scientifique, finalement, comment on travaille, comment on arrive à ces résultats. Pas seulement les résultats, mais aussi la manière d'y arriver. Bon, le constat, je pense qu'ici, je parle à un public averti qui a l'habitude d'aller se promener dans les montagnes, et les images et les photos parlent d'elles-mêmes, et ce qui fait des glaciers un des emblèmes du changement climatique, c'est que quand on regarde les animations, les photos répétées, on voit clairement à vue d'œil les pertes de masse des glaciers, et même leur accélération dans le cas de la mer de glace. On voit que sur les 8 dernières années là, de cette animation, entre 2013 et 2021, il y a un investissement extrêmement fort. Plus près de chez nous, dans les Pyrénées, des photos qu'on doit à Pierre, qui avait fait toute une série de photos autour de 2011-2012 pour aller répéter des photos historiques et qui, là encore, sont un témoin extrêmement fort et visuel des pertes de masse des glaciers. Donc l'objectif, c'est d'être, au-delà de cette information qualitative, c'est d'apporter des informations quantitatives sur l'évolution des glaciers. On va d'abord les définir, ce que sont les glaciers. Ça paraît peut-être évident, mais je suis sûr que vous allez quand même apprendre des choses sur ce qui les distingue des calottes polaires, de la banquise. C'est bien de partir avec une définition claire de l'objet qu'on va étudier. On verra dans une deuxième partie comment nous, à Toulouse, on les observe depuis l'espace, comment ça nous a permis tout récemment d'avoir pour la première fois une vue complète, exhaustive de l'ensemble des 220 000 glaciers du globe et de leur évolution depuis 20 ans. On détaillera ensuite en quoi c'est des sentinelles du climat, qu'est-ce qui cause le recul des glaciers, et enfin on terminera sur les conséquences du recul glaciaire. On abordera quelques-unes des conséquences. Elles sont nombreuses, mais on terminera là-dessus. Quelques ordres de grandeur. Aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à la banquise, mais quand même, c'est important que je vous distingue la banquise des glaces continentales. La banquise, elle flotte sur l'océan, c'est la glace de mer. Et est-ce que vous avez une idée de l'épaisseur de la glace de mer ? Ouais, bravo. Donc il y a des gens avertis, effectivement. C'est quelques mètres d'épaisseur de glace formée par le gel de l'océan et qui va recouvrir des grandes surfaces, qui va construire un miroir très réfléchissant de l'énergie du Soleil. Donc au pôle Nord, au-dessus de l'océan Arctique, ou en périphérie de l'Antarctique, comme vous pouvez le voir sur l'image de gauche. Donc aujourd'hui, on ne parle pas de banquise. On ne va pas parler non plus des deux grandes calottes polaires, on ne va pas parler du Groenland, on ne va pas parler de l'Antarctique, mais je pense que c'est important quand même de vous donner des ordres de grandeur. L'Antarctique, donc ça, on rentre dans la catégorie calotte polaire et glacier, on va le regrouper sous glace continentale, toute la glace formée par accumulation de neige et qui repose sur un continent. Et dans cette grande catégorie, donc on distingue grande calotte polaire et glacier. Calotte polaire, vous avez les chiffres, l'équivalent niveau des mers des calottes polaires, c'est 60 mètres, c'est-à-dire de l'Antarctique. Si l'Antarctique fond demain, le niveau des mers monte partout sur les océans de 60 mètres environ. Le Groenland est de plus petite taille, en gros un ordre de grandeur plus petit, environ 7 mètres d'équivalent niveau des mers. Vous voyez que les épaisseurs de ces objets sont considérablement supérieures à la banquise.
plus de 2000 mètres d'épaisseur moyenne en Antarctique, mais on dépasse à certains endroits 4000 mètres d'épaisseur, ce qui en fait une archive climatique extrêmement intéressante. Mais ce n'est pas le sujet de la conférence aujourd'hui. Donc là, on va s'intéresser, nous, aux glaciers à travers le monde. Bon, évidemment, premier glacier qui peut venir en tête, les glaciers de montagne tels que la mer de glace, avec une zone d'accumulation assez large, et puis des langues glaciaires qui vont descendre dans les vallées. Mais dans cette catégorie glacier, on va inclure aussi des morphologies très différentes. On inclut des petites calottes glaciaires. On dit petites par rapport aux deux grandes calottes groenlandaises et antarctiques, mais le Vatnajökull que je vous montre en photo en haut à droite fait quand même 8000 km², c'est la taille de la Corse. Donc c'est petit, mais c'est quand même assez gros. Et puis dans cette catégorie, il y a aussi tous les grands champs de glace, comme ceux qu'on trouve en Alaska, en Patagonie, donc avec des zones d'accumulation très plates, mais contrairement aux calottes où la glace recouvre l'ensemble du relief, il n'y a pas de pointements rocheux. Dans les champs de glace, on va trouver ce qu'on appelle des nunataks, des pointements rocheux, qui vont se retrouver dans les zones d'accumulation. Et puis il y a des grandes langues glaciaires qui vont descendre à basse altitude. Donc, les glaciers sur la carte, vous les voyez, c'est tous les points rouges que vous voyez sur cette carte du globe. Donc ils sont très nombreux, il y en a plus de 220 000 recensés sur Terre. On est même passé à 300 000 dans le dernier inventaire qui vient d'être publié. Alors si on passe de 220 000 à 300 000, c'est pas parce qu'il y a des nouveaux glaciers qui ont été créés entre les deux inventaires, c'est parce qu'on a des images satellites de plus en plus fines et donc nos inventaires sont de plus en plus précis. Ce qui ne change pas dans les deux inventaires, c'est l'équivalent niveau des mers. Si les glaciers de toutes les montagnes dont je vous parle ici, c'est près de 300 000 glaciers fondaient demain, le niveau des mers monterait d'une trentaine de centimètres. Donc on est vraiment en termes de volume, de stock d'eau sur des objets considérablement plus petits que l'Antarctique ou le Groenland. En revanche, c'est des stocks extrêmement actifs et on verra en conclusion qu'en termes de hausse du niveau de la mer, les glaciers fondent si vite qu'ils comptent autant que les calottes polaires. Un petit mot sur l'état de santé, la manière de caractériser l'état de santé d'un glacier pour définir une variable qui va revenir tout le long de la conférence, qui est le bilan de masse du glacier. Donc le glacier, je ne vous apprends rien, se nourrit par accumulation de neige. Ça peut être de l'accumulation directe, ça peut être l'accumulation par des avalanches des zones périphériques. Et puis dans la zone d'ablation, la fonte en surface, il peut y avoir aussi de la sublimation, de la perte par sublimation, donc directement du passage de l'état solide à l'état gazeux. C'est particulièrement important sous certaines latitudes dans des régions très arides, et une bonne partie des pertes qui se fait par sublimation. Et puis dans certains cas, les glaciers vont se terminer dans des lacs ou dans l'océan, et donc vont perdre de la masse par velage d'iceberg. Ça, c'est tous les processus de perte de masse du glacier, donc le processus qu'on appelle nous d'ablation. On peut définir donc le bilan de masse, qui est quelque chose de simple, d'intuitif, c'est le gain moins les pertes, et qui est vraiment un indicateur de l'état de santé du glacier. Et on verra de quelle manière on peut mesurer le bilan de masse dans la suite, à la fois sur le terrain et puis aussi à partir d'images satellites. Le bilan de masse, on va l'exprimer, et j'insiste là-dessus parce que ça va revenir au long de l'exposé, sous forme de la lame d'eau gagnée ou perdue par le glacier en une année. Donc l'unité, c'est le mètre équivalent en eau par an. Et puis quand on s'attaque à des grandes régions, on va vouloir avoir une notion de perte de masse totale, et donc on va l'exprimer, vous le reverrez, sous forme de milliards de tonnes par an, ou de gigatonnes par an, mais j'y reviendrai, c'est des chiffres qui deviennent un peu barbares, mais on arrive à se les représenter, à trouver des images pour comprendre ce que c'est. Mais sinon, la lame d'eau gagnée ou perdue, c'est assez simple. C'est qu'un glacier qui perd 4,50 m d'épaisseur, on va faire une hypothèse sur la densité du matériel gagné ou perdu, et on va trouver l'équivalent en eau qui va être typiquement de l'ordre de 4 mètres équivalent en eau perdu. C'est la moyenne sur tout le glacier, sachant qu'on va voir qu'il y a des variations spatiales importantes. Voilà, sur la mesure sur le terrain, je prends des exemples de photos partagés par Pierre René, donc dans le cadre des mesures qui sont faites sur les glaciers des Pyrénées, enfin surtout sur le glacier d'Ossou par l'association Morène. Donc en fin d'hiver, des mesures d'accumulation. Donc vous voyez des carottes de neige et de névé qui sont extraites.
qui sont ensuite découpés en petits morceaux, qui sont pesés pour mesurer donc la densité du matériel, et puis qui permet d'avoir la quantité d'eau accumulée sur le glacier au cours de l'hiver. Pour le bilan de la partie basse, et notamment le bilan aussi estival, là il faut anticiper les choses, puisqu'on est dans la zone d'ablation, on a une zone qui perd de la glace, donc il faut venir en fait un an avant, aller installer une série de jalons, une série de balises à l'intérieur du glacier, donc typiquement ici avec une sonde à vapeur qui permet de faire un trou à 6 mètres, 8 mètres, 10 mètres. Sur certains glaciers, ça peut atteindre 12 mètres, 14 mètres si la fonte est très forte. Et donc on va insérer, ce que vous voyez en bas à droite, une série de jalons de 2 mètres chacun. Et quand on revient un an après, compte tenu de la fonte en surface du glacier, on va retrouver ces jalons. Donc ici, vous avez 3 jalons qui sont complètement sortis du glacier, donc ça veut dire 6 mètres, plus l'émergence du dernier jalon présent dans le glacier. Donc ça permet d'avoir, en ce point-là, la fonte mesurée en surface. Donc on va avoir des séries de mesures ponctuelles d'accumulation et de fonte. Et en faisant le bilan de tout ça, on arrive à mesurer le bilan de masse du glacier sur le terrain. Donc très bien, ces mesures de terrain, par contre, elles restent limitées à un certain nombre de glaciers, souvent accessibles, souvent de petite taille. Et puis il y a des régions entières, notamment dans les régions polaires ou les régions de très haute altitude, où on n'est pas capable d'aller maintenir des séries dans la durée. D'où la question de se poser comment on peut utiliser l'outil satellitaire pour mesurer justement cette même variable, le bilan de masse, mais d'une manière différente. Et donc c'est vraiment le cœur de métier de ce qu'on fait à Toulouse, à l'Observatoire Midi-Pyrénées. Et pour vous illustrer ces mesures, je vais prendre l'exemple de mesures faites sur le massif du Mont-Blanc, et notamment sur la mer de glace. Donc vous avez ici une vue en 3 dimensions de la face nord du Mont-Blanc, avec le refuge du Goûter qui est entouré avec ce point brillant. Et puis on va zoomer vraiment sur le sommet du Mont Blanc. Donc ça, c'est des images d'un satellite qui s'appelle Pléiade. En fait, il y a 2 satellites Pléiade lancés en 2011 et 2012. Et c'est celle qu'on utilise aujourd'hui pour cartographier les pertes de masse des glaciers. Quand on zoome sur le sommet du Mont Blanc, on est le 19 août 2012. Donc une belle journée, parce qu'il n'y a pas de nuages, c'est des images optiques, donc s'il y avait des nuages, on ne voyait rien, mais c'est une belle journée. Et donc quand on zoome sur le sommet du Mont Blanc, on voit une série de points noirs qui s'alignent sur une trace blanche. Et dans ce contexte-là, je ne vous fais pas l'injure de vous demander de quoi il s'agit. Et puis, il s'avère qu'on a 2 images à une trentaine de secondes d'intervalle. Donc on peut aussi les animer et voir ce qui se passe entre ces 2 images. Donc je pense que même de loin, vous pouvez voir. Il y a eu le travail de la neige par le vent, il y a les ombres, et donc on a des images avec une très forte texture. Donc ça va être très utile pour nous derrière. L'autre point, c'est 2 images acquises à 30 secondes d'intervalle. Elles sont prises de points de vue différents. Vous pouvez vous en persuader en regardant les reliefs. Vous voyez qu'ils sont superposés, mais ils ne sont pas exactement identiques. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un couple stéréoscopique. 2 images de la même zone de la surface terrestre, mais prises de points de vue différents. Le satellite est sur son orbite à 700 km. Il pointe vers l'avant, il prend une première image. 30 secondes plus tard, il va regarder derrière, c'est la JT du satellite, et il va prendre une deuxième image en visée arrière. Et ça permet de former ce couple stéréoscopique. Et la distorsion, les différences entre nos 2 images dépendent de l'altitude des points à la surface. Ça va nous permettre de reconstruire précisément une altitude de la surface des glaciers en utilisant des techniques de corrélation entre nos 2 images. Donc on va construire ce qu'on appelle dans notre jargon un MNT, un modèle numérique de terrain, une représentation sous forme de carte des altitudes du glacier. Cette carte, je vous montrerai après, elle est relativement précise et on va pouvoir la répéter au cours du temps. Donc typiquement, c'est ce qu'on fait ici. Là, ça illustre le cœur de notre méthode, c'est d'aller regarder des images satellites, des coupes d'images satellites. Ici, en 2003, un premier satellite français qui s'appelait Spot 5, puis 2012 et 2022. Et donc, bon, c'est assez parlant, je pense. On revient à la mer de glace ici à nouveau. J'ai ajouté des flèches bleues pour vous faire voir à la fois le recul du front du glacier, mais aussi l'amincissement très fort de la partie basse de la mer de glace. Pour ceux qui connaissent, on devine aussi la gare du petit train du Montanvert sur les images. Donc on a un signal, a priori de bonne qualité. On voit qu'on est aussi bien recalé sur les zones stables périglaciaires.
Maintenant, très important pour nous, c'est d'aller valider la mesure satellitaire. On déduit ça d'images prises à 700 km au-dessus de nos têtes. Quelle est la précision de nos observations? Donc là, quand on veut faire ça, moi je me tourne vers mes collègues grenoblois qui tiennent un observatoire qui s'appelle Glacioclim, qui, comme Pierre-René, va tous les ans, ou même plusieurs fois par an, faire des mesures de bilan de masse. Eux également font du suivi de bilan de masse des glaciers sur le terrain. Et à ces mesures de bilan de masse, ils ajoutent des mesures GPS extrêmement précises le long de quelques profils sur les glaciers. Donc là, sur les images satellites, vous avez à gauche la mer de glace et à droite le glacier d'Argentière. Et ce que j'ai reporté, c'est les mesures de changement d'altitude le long de ces profils transversaux, mesurés avec les GPS. Donc c'est GPS différentiels avec une précision de l'ordre de 5 cm. Et mesurés avec nos images satellites. Donc le temps que je vous raconte tout ça, vous avez eu le temps de parcourir un peu les chiffres et de vous convaincre qu'on a une relativement bonne précision sur nos mesures satellitaires. Quand on fait la moyenne de ces 8 profils, on a un biais moyen, une erreur moyenne de 30 cm et l'écart type d'un peu plus d'1 mètre. Donc en gros, on arrive à mesurer les changements d'altitude avec une précision de l'ordre du mètre. C'est pertinent par rapport au signal qu'on cherche à mesurer, qui malheureusement est extrêmement important. Vous voyez ici, sur cette période, un amincissement très fort des langues des deux glaciers. Pour l'instant, on n'a rien appris, hein. On a juste validé des méthodes et on s'est intéressé à des glaciers sur lesquels il y a des mesures de terrain. Par contre, l'outil satellitaire nous permet d'avoir une vision régionale et d'ensemble des changements d'altitude des glaciers. Donc, avec ces mêmes images que je vous ai montrées avant, on est capable de construire cette carte en code couleur, qui est la carte des changements d'altitude des glaciers entre 2003 et 2012. En rouge, je ne sais pas si vous arrivez à lire la légende, mais en rouge, c'est les zones où les glaciers s'amincissent, avec un amincissement qui atteint jusqu'à 110 mètres d'épaisseur. En blanc, les zones stables, et puis en bleu, les zones, on peut essayer d'en trouver, où les glaciers s'épaississent. Il n'y en a quasiment pas, à part peut-être sur le glacier des Bossons, dans la partie centrale, sur cette période. Vous reconnaissez peut-être, du haut, on retrouve les profils dont je vous ai parlé avant, en jaune, donc mer de glace et Argentière. Et on peut faire la moyenne de tous ces changements d'altitude et obtenir, d'une manière différente à la mesure de terrain, la mesure du bilan de masse des glaciers du Mont Blanc entre 2003 et 2012. Donc sur cette période, les glaciers ont perdu environ 1 mètre d'épaisseur, 1 mètre équivalent en eau, donc en épaisseur c'est un petit peu plus, en moyenne sur ces 9 années. Et effectivement, c'est très comparable aux mesures de terrain, mais là, une fois de plus, l'avantage, c'est qu'on va couvrir l'ensemble du massif du Mont Blanc. La question qu'on s'est posée ensuite, après avoir validé ces méthodes, c'est évidemment, tant qu'on reste dans les Alpes et les Pyrénées, on apporte un peu d'informations, mais on sait finalement déjà assez bien comment les glaciers se comportent. La question suivante qu'on s'est posée, depuis une dizaine d'années, c'est comment passer à l'échelle globale, comment arriver avec des méthodes satellitaires à suivre l'ensemble des glaciers. Et on a construit ça sur un satellite qui s'appelle Aster, un satellite de la NASA et de l'Agence spatiale japonaise, qui depuis 1999, depuis 2000, a construit une archive très importante de couples stéréoscopiques d'images, de beaucoup moins bonne qualité que celle que je vous ai montrée précédemment, mais qui a la vertu d'être une série continue d'images au cours des 20 dernières années. Alors, il faut trouver un acronyme. En recherche, on aime bien les acronymes. Donc, notre méthode, on l'a appelée Astérix, parce qu'à Toulouse, on est un peu le petit village gaulois qui survit face à l'envahisseur grenoblois. Et non, on travaille très bien avec eux. Ils ne sont pas dans la salle, c'est bon. Mais c'est enregistré, je crois, donc ils pourront m'écouter. Là, ce que j'aime bien avec cet exemple, c'est d'illustrer la manière finalement de travailler et le temps de la recherche. On est aujourd'hui dans une époque un peu du temps de l'instantané, des collègues comme Pierre ou Christian Vincent, Delphine Six à Grenoble finissent leurs mesures début septembre et les journalistes leur tombent dessus et il faudrait qu'une semaine après, ils aient déjà donné les mesures et qu'elles puissent être publiées. Il y a un temps de la recherche qui implique de se poser, de réfléchir et de travailler sur le temps long pour arriver à développer des choses et arriver à des résultats. Et là, par exemple, typiquement, il nous a fallu une dizaine d'années pour arriver à ce grand résultat publié en 2021 d'estimation des pertes de volume des glaciers du globe. Ce temps, c'est aussi des contributions de différentes personnes, des collaborations avec des collègues étrangers,
et puis du travail d'étudiants. Donc on a commencé modestement en 2014 avec Vincent Cabot, qui a fait un stage de master. On s'est dit, est-ce que ce satellite qui s'appelle Aster, qui est de beaucoup moins bonne qualité que Pléiade, est-ce qu'on ne peut pas finalement quand même l'utiliser pour suivre les bilans de masse des glaciers dans le Mont Blanc? Un endroit où on a beaucoup de validation, donc on va pouvoir montrer si ça marche ou pas. Puis une fois qu'on a vu que ça marchait, on s'est dit, on va passer à des échelles régionales. Donc ça a été l'objet de 2 thèses. Fanny Brun, qui était en thèse entre Grenoble et Toulouse, et puis Inès Dussaillant. Donc Fanny a travaillé sur toutes les hautes montagnes d'Asie, donc tout le plateau tibétain et sa périphérie, et Inès a travaillé dans les Andes. Et puis la méthode a finalement culminé en 2021 avec une autre thèse, celle de Romain Huguenet, qui a pu passer à l'échelle globale en traitant 500 000 modèles numériques de terrain. Donc c'est 1 million d'images satellites, 500 000 coupes stéréoscopiques, 500 000 modèles numériques de terrain. Et je vous laisse imaginer les calculs et l'automatisation qu'il a fallu faire pour arriver à ce résultat. Donc quelques résultats justement. Donc premier résultat, celui de Fanny Brun, à l'échelle de toute la périphérie du plateau tibétain. Pour vous montrer qu'il y a des grandes différences de réponse d'un endroit à l'autre, d'un glacier à l'autre. Chaque glacier a sa sensibilité, a sa réponse au changement climatique, et chaque région glaciaire va répondre différemment. Et c'est illustré ici très bien par cette carte. On retrouve le même code couleur que je vous ai montré tout à l'heure. En rouge, les zones où les glaciers s'amincissent. En bleu, les zones où les glaciers, et là il y en a un petit peu, vous voyez, les glaciers sont stables ou s'épaississent légèrement. Donc pour chaque cercle représente, sur une boîte de 100 km par 100 km, la moyenne des taux de changement d'altitude des glaciers. Donc on voit que tout le long de l'arc himalayen, c'est du rouge et ça s'amincit. Et puis il y a une grande région, la région des montagnes du Karakorum, qui héberge plein de sommets à 8000 que vous connaissez mieux que moi, le K2 et d'autres sommets. Et puis toute cette zone en bleu que vous voyez légèrement à droite, qui s'appelle le Kunlun, les montagnes du Kunlun. Donc on a des régions sur Terre qui résistent encore et qui restent stables, et où les glaciers gagnent très légèrement de la masse. Alors attention, quand ils gagnent de la masse, enfin quand ils gagnent de l'altitude, comme montré ici, ils gagnent 10-20 cm par an. Quand ils en perdent, c'est plutôt proche du mètre par an. Mais ça montre un peu l'hétérogénéité des réponses et la diversité des réponses qui justifie finalement d'avoir une approche globale. On ne peut pas utiliser les glaciers des Alpes ou les glaciers d'une autre région comme représentatifs de l'ensemble des glaciers du globe. Donc on voit donc ce que je souligne ici, cette anomalie, je vous déflore le sujet, mais c'est vraiment une anomalie, c'est un peu la seule région du globe où les glaciers résistent, cette anomalie du Pamir de l'Est, du Karakorum et du Kunlun, alors qu'ailleurs, et notamment au sud-est du plateau du Tibet, les taux d'amincissement sont extrêmement rapides. Et puis ensuite, on a pu passer à l'échelle, donc avec ce travail de Romain Huguenet qui avait été publié en 2021. Et là, avec la même représentation, vous avez cette Terre complètement éclatée en grandes régions glaciaires, donc la Terre au milieu, puis après vous avez toutes ces zooms sur des grandes régions, avec le même code couleur, une fois de plus, en rouge les zones où les glaciers perdent de l'altitude, et en bleu les rares endroits où ils gagnent un petit peu d'altitude. Donc vous voyez que là, le rouge domine, mais une fois de plus, il y a beaucoup de variations dans le rouge, il y a des grandes différences. L'arc alpin qui s'amincit très fortement, mais vous voyez que plus on va au nord, plus on va dans les régions du nord de l'Arctique, et les glaciers perdent de la masse, s'amincissent, mais à des taux moins importants. Ça peut paraître paradoxal, mais alors que c'est les régions qui se réchauffent le plus vite sur Terre aujourd'hui. L'Arctique se réchauffe 3 à 4 fois plus vite que la moyenne du globe, et pourtant les glaciers résistent plutôt mieux. Donc on pourra revenir là-dessus un peu après si ça vous intéresse. Une fois qu'on a fait ça, toujours par grande région glaciaire, on va être capable d'agréger les bilans de masse et de déterminer la perte de masse des grandes régions glaciaires du globe. Donc c'est cette carte un peu compliquée, je reconnais, mais ce que vous pouvez simplement regarder, c'est la taille des camemberts qui est proportionnelle à la perte de masse des grandes régions glaciaires. Donc en termes de perte de masse totale, la région où la perte de masse est la plus importante, c'est l'Alaska, avec le chiffre au milieu de 67 milliards de tonnes par an. C'est la quantité de glace perdue chaque année par les glaciers d'Alaska entre 2000 et 2019. Quand on fait la somme de toutes les régions du globe, on arrive à la valeur globale, et ce chiffre de 266 milliards de tonnes par an, qui est la perte annuelle de l'ensemble des glaciers du globe.
C'est la première fois qu'on a une vue exhaustive complète de cette perte de masse. 266 milliards de tonnes, ça ne vous dit pas grand-chose. La manière de se le représenter, c'est d'imaginer la France métropolitaine, chaque année couverte par 50 cm de glace. Ces 50 cm de glace fondent et partent dans l'océan. C'est l'équivalent de la perte de masse de l'ensemble des glaciers du globe. L'autre manière de se le représenter, j'y reviendrai à la fin de l'exposé, c'est de convertir ça en hausse du niveau de la mer. Et donc les glaciers, collectivement, contribuent donc à 0,74 mm, un peu moins d'1 mm par an à la hausse du niveau des mers. Peut-être plus parlant encore, c'est cette fois de se passer en pourcentage. Finalement, par rapport à la quantité de glace qu'il y avait dans chacune de ces régions en 2000, quelle est la fraction des glaciers qui a été perdue? Donc là encore, vous voyez des résultats très différents. Donc cette fois, ce que vous devez regarder, c'est la partie bleue de ces camemberts. La partie bleue des camemberts est la fraction perdue. Donc à l'échelle globale, vous voyez que c'est environ un peu moins de 5% de la masse totale des glaciers en 2000 qui a été perdue au cours des 20 années qu'on suit. Ce qui doit vous sauter à l'esprit, même si les camemberts sont petits parce que le volume des glaciers qu'ils renferment est petit, c'est que cette fraction devient extrêmement importante sur quelques régions. J'aurais peut-être pu zoomer, mais vous voyez que, je ne sais pas si vous le voyez, mais sur l'Europe centrale, donc c'est les Alpes et un peu les Pyrénées, mais c'est surtout les Alpes, il y a un tiers de la masse des glaciers qui a été perdue en 20 ans, entre 2000 et 2019. Et on retrouve la même chose au Caucase, en Nouvelle-Zélande, dans les Andes tropicales. C'est toutes ces régions, des latitudes tempérées ou des tropiques, où la fraction perdue est entre 20 et 30%, donc il y a une perte relative extrêmement importante. Donc cette perte relative, on peut faire un zoom sur les pertes dans des régions plus proches de nous, donc notamment dans les glaciers des Pyrénées. Ça, c'est le travail qui est mené par les collègues côté espagnol, avec qui Pierre collabore également, qui font beaucoup de mesures. Alors eux, ce qu'ils ont développé, c'est des compétences de mesure par drone, et ils vont régulièrement mesurer leurs glaciers par drone. Et voici les résultats publiés tout récemment sur les glaciers de la Neto. Donc ils sont allés aussi regarder des archives historiques de photographie aérienne. Et donc ils montrent que les glaciers de la Neto ont perdu 30 mètres en 41 ans, que l'épaisseur qui reste en 2022, c'est 12 mètres. Plus proche de chez nous, et pour s'intéresser à une période toute récente, tout récemment, on a travaillé encore avec les collègues grenoblois sur l'effet de la canicule de 2022. Canicule, je pense que vous vous en souvenez, suite de canicule à répétition au cours de l'été 2022. Et donc, on a pu travailler avec des images Pléiades, comme je vous ai montré précédemment, acquises en août 2021 et en août 2022. Et on a construit à nouveau, comme avant, des cartes de différence d'altitude. Et c'est ce que vous voyez sur la carte en bas à droite. Ce qui est saisissant pour nous ici, c'est que on n'aurait pas besoin de mettre la limite en noir des glaciers pour distinguer les glaciers. Ils s'amincissent tellement vite, et notamment dans leur partie d'accumulation, qu'on pourrait presque contourer les glaciers sans connaître a priori, sans avoir les images. Ça veut dire que l'amincissement s'est propagé jusqu'au sommet du Mont Blanc. Au cours de l'été 2022, les glaciers se sont amincis. Pour vous illustrer l'ampleur de l'amincissement, je vous montre un graphe en haut à gauche qui vous montre le taux d'amincissement en fonction d'altitude. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais on va de 3007 jusqu'au sommet du Mont Blanc. En bleu, c'est l'amincissement mesuré moyen entre 2012 et 2021. Et en rouge, c'est l'amincissement pour l'année 2021-2022. Donc, vous voyez que sur 2012-2021, la partie basse du glacier des Bossons perdait, la partie haute était plutôt stable. Et puis en 2022, l'amincissement s'est propagé jusqu'au sommet du Mont Blanc. Et le taux d'amincissement moyen du glacier a été multiplié d'un facteur 15. Donc c'est vraiment une année extrême, atypique. Ce qui est saisissant, c'est que, et ce qui est presque inquiétant, c'est que l'année suivante a été aussi extrême et atypique. Et donc, voilà ce qu'on se retrouve sur la série de bilans de masse des glaciers suisses, mais sachant que finalement, à l'échelle de l'arc alpin, c'est relativement homogène. Donc, un travail d'un collègue suisse qui s'appelle Matthiasius, qui a regardé, à l'échelle de l'ensemble des glaciers des Alpes suisses, en pourcentage, le changement de volume des glaciers, année après année.
Donc depuis 2000, on est quand même sur des bilans négatifs dans les Alpes, dans les Pyrénées et en Suisse. Et en moyenne, ce que je vous disais, en 20 ans, entre 2000 et 2020, on a perdu 33% du volume des glaciers alpins, donc 1,5% par an. Et c'est ce que vous retrouvez à peu près ici. Si vous faites une moyenne des 20 premières années, vous allez tomber à peu près sur 1,5% par an. Et on voit l'effet des 2 dernières années, des 2 dernières canicules. 2022, mais 2023 également a été extrêmement déficitaire. Et donc en 2 ans, on a perdu 10% du volume total des glaciers en Suisse, mais en fait c'est vrai à l'échelle de l'ensemble de l'arc alpin. Donc on a vraiment des chiffres qui sont assez sidérants pour nous, glaciologues. C'est ce qu'on prévoyait en termes de perte de masse des glaciers, c'est les années moyennes vers 2050-2060, et elles se produisent aujourd'hui 2 années de suite. Ça ne veut pas dire que l'année suivante sera aussi déficitaire, évidemment, ça fait partie de la variabilité interannuelle, mais ça reste des chiffres extrêmement marquants pour nous. Donc forcément, on est amené à faire des projections sur l'évolution future des glaciers. Et grâce à des jeux de données comme on a pu produire à l'échelle globale, on est aussi aujourd'hui capable, on a beaucoup plus d'informations pour aller nourrir des modélisations mathématiques qui vont nous permettre de faire des projections de l'évolution future des glaciers. Donc voilà ce que projette un travail publié au début de l'année 2023. Regardez, entre 2015 et 2100, quelle est la masse perdue, la contribution à la hausse du niveau de la mer et le nombre de glaciers disparus en 2100. Et on a regardé ici spécifiquement 2 scénarios d'évolution de la température globale du globe. Un scénario qui respecte les ambitions de l'accord de Paris avec une hausse de la température que l'on réussit à limiter à 1,5 degré à l'échelle moyenne du globe. Et puis un autre scénario où cette fois on est à plus 4 degrés, donc un scénario assez pessimiste. Actuellement, les engagements des États, notamment à travers les COP21, on s'oriente vers un scénario intermédiaire avec une hausse de 2,7 degrés si les engagements sont respectés. Mais vous voyez quand même, il y a des choses intéressantes, on compare ces 2 scénarios donc très contrastés. La première chose, c'est peut-être le nombre de glaciers disparus. Ça, c'est un constat un petit peu pessimiste. Même si on réussit à maintenir la hausse de la température du globe à 1,5 degré, 50% des glaciers sont quelque part condamnés. Le réchauffement a été tellement rapide, les glaciers sont en tel déséquilibre aujourd'hui avec le climat, et ça Pierre il pourra en témoigner encore mieux que moi, quel que soit notre futur climatique, ces glaciers à basse altitude et de petite taille, qui sont très nombreux, ils sont condamnés. Donc c'est pour ça qu'en pourcentage de glaciers disparus, eh ben, 50% sont condamnés. Alors évidemment, plus 4 degrés, ben, on est sur une perte en pourcentage encore plus forte, 83%. Parce qu'une fois de plus, il y a dans ces 220 000 glaciers, puisque ça s'est basé sur l'inventaire ancien, sur ces 220 000 glaciers, il y a énormément de glaciers de petite taille qui font la majorité des 220 000 et qui, eux, sont condamnés. En termes de masse perdue, on voit qu'on a des chiffres déjà moins terribles et surtout plus contrastés entre les 2 scénarios. C'est-à-dire que là, en termes de masse perdue, à 4 degrés, on perd 40% du volume total des glaciers. À 1,5 degré, on réussit finalement à préserver les 3/4, on arrive à préserver 74%, du coup une vraie incitation, une vraie motivation à essayer de tenir des scénarios plus sobres et de maintien des températures globales à des niveaux plus acceptables. Alors je vais voir ensuite comment donc ces glaciers peuvent être une sentinelle du climat. Pour l'instant, j'ai fait un constat d'observation des glaciers et de perte de masse des glaciers à l'échelle du globe et aussi de projection. On ne sait pas pour l'instant, dans ce que je vais raconter, on ne voit pas finalement quelles sont les causes des pertes de masse des glaciers. Et donc pour étudier ça, on va revenir à les mesures de bilan de masse menées sur le terrain, qui ont la vertu d'être à la fois des séries longues et puis des séries qui permettent de séparer ce qui se passe en hiver et en été. C'est-à-dire que les glaciologues vont aller mesurer bilan de masse hivernal, bilan de masse estival. Et vous avez ici les séries localisation des glaciers. Alors, ce n'est pas un échantillon complètement représentatif de l'ensemble des glaciers du globe, parce que les séries longues, on va surtout les trouver en Europe, en Amérique du Nord et un petit peu en Asie centrale. Mais ça reste intéressant de faire la moyenne de ces pertes de masse des glaciers. Donc là, vous avez 35 glaciers. C'est une étude qui date un peu, mais le raisonnement reste vrai.
C'est 35 glaciers dont le bilan de masse a été mesuré entre 1965 et 2000. On regarde la moyenne des bilans de masse. Et on commence par regarder le pas de temps annuel. Donc vous voyez que pas de scoop, hein, la perte de masse et les bilans de masse est négatif, les glaciers perdent de la masse. Et cette perte va en s'accélérant au cours du temps jusqu'en 2000. Ensuite, on peut découper, donc regarder le bilan de masse hivernal. Donc là encore, pas de surprise, le bilan de masse hivernal est positif, 1 mètre de gain chaque année en moyenne sur ces 35 glaciers. Et vous voyez que la tendance est même très légèrement à l'augmentation au cours du temps. Donc vous l'avez compris, ce n'est pas l'évolution hivernale qui va permettre d'expliquer que les bilans de masse soient de plus en plus négatifs au pas de temps annuel. Et donc il faut se tourner vers les mesures estivales pour expliquer cette tendance à la baisse. Les bilans estivales sont négatifs, ça c'est attendu, c'est la période de fonte, ça c'est normal, mais ils sont de plus en plus négatifs au cours du temps. Et ce bilan de masse estival, il est étroitement relié à la température, et donc l'observation de ces tendances est une preuve que la perte de masse des glaciers est liée directement au réchauffement et à l'augmentation de la température, et pas à une diminution de l'accumulation neigeuse, qui était l'hypothèse alternative. L'autre question ensuite qu'on peut se poser, c'est quelle est la part des activités humaines dans ce recul des glaciers. Ça, c'est une question légitime, parce que les glaciers ont commencé à reculer avant que les activités humaines se fassent sentir et aient un effet sur le climat. La hausse vraiment forte de la température, elle commence dans les années 70-80, et c'est le moment où on commence à détecter l'impact des activités humaines. Et pourtant, les glaciers, quand on voit par exemple cette moraine du petit âge de glace de 1850 d'un glacier en Himalaya, ils ont commencé à reculer avant ça. Du coup, question légitime. Et là, il faut se tourner vers la modélisation. Et c'est peut-être ma figure la plus compliquée, donc accrochez-vous. Pas si compliqué que ça, en fait. Il va se faire tourner vers la modélisation pour comprendre quelle est la part des activités humaines. Et on va comparer, en fait, dans ce travail, deux modélisations de la perte de masse des glaciers. Une qui prend en compte l'ensemble des forçages, qui prend vraiment en compte le climat tel qu'il a varié au cours des 150 dernières années. Donc à la fois les facteurs naturels, qui sont la variation de l'insolation, la variation de l'activité volcanique, et puis les émissions de gaz à effet de serre et les aérosols. Donc ça, c'est la partie activité humaine. Et on va comparer cette modélisation complète, donc dite full ici, avec une modélisation qui prend en compte seulement les forçages naturels. On fait cet exercice de dire que les gaz à effet de serre et les aérosols n'ont pas varié dans l'atmosphère. Donc vous voyez qu'au début, les bilans de masse sont très négatifs, vers 1850. Les deux courbes sont très similaires. Ça prouve à la fois que les glaciers répondent de manière naturelle à la sortie du petit âge de glace, à la sortie de cette période froide, perdent de la masse, et puis progressivement, s'il n'y avait pas eu les activités humaines, progressivement, ils auraient retrouvé un nouvel équilibre avec le climat, c'est-à-dire que progressivement, les bilans de masse auraient tangenté, se seraient revenus vers des valeurs de zéro, sachant qu'il faut un certain temps au glacier pour revenir à l'équilibre. Mais on voit qu'à partir des années 70-80, les deux courbes deviennent disjointes et la courbe rouge devient beaucoup plus négative, alors que la courbe verte naturelle, elle a tendance à se tangenter vers zéro. Donc c'est vraiment là que l'activité humaine commence à se faire sentir sur les pertes de masse des glaciers. Et la comparaison de ces deux courbes, la verte et la rouge, nous permet, c'est la figure de bas, d'estimer quelle est la fraction de la perte de masse des glaciers qui s'explique par les activités humaines. On part à zéro, vous l'avez compris, au début de la période, et puis petit à petit, cette fraction augmente, et sur la période depuis 1990, 70% des pertes des glaciers s'expliquent par l'activité humaine. Ce n'est pas encore l'intégralité qui s'explique par les activités humaines, à cause de ce temps de réponse relativement long des glaciers à des changements du climat. Ce temps de réponse explique aussi que les glaciers de petite taille sont aujourd'hui condamnés, puisqu'il va falloir qu'ils répondent aux changements passés du climat qui ont été extrêmement rapides. Je rappelle quand même cette conclusion du GIEC. Autant pour les glaciers, on n'est pas encore l'intégralité de la perte de masse des glaciers ne s'explique pas par les activités humaines. Le réchauffement climatique, lui, est attribué de manière sans équivoque aux activités humaines, et c'est l'intégralité du réchauffement de la planète. Pour terminer, brièvement, parce que vous commencez à avoir faim, quelques conséquences du recul glaciaire.
Première conséquence, c'est qu'on met en péril un château d'eau naturel qui, dans certaines régions du globe, joue un rôle important. Et pas partout sur Terre, par contre. Il faut avoir une vision un peu régionale de cette affaire. Les glaciers sont un château d'eau naturel, vous l'avez compris, ils stockent l'eau sous forme solide en hiver, au moment où globalement on ne manque pas d'eau et on n'en a pas vraiment besoin, et ils la rendent accessible en été, au moment où ils fondent. Au moment où on en a besoin, pour l'agriculture, pour la consommation, pour refroidir éventuellement des industries, des centrales nucléaires qui sont situées près des fleuves. C'est ce rôle de château d'eau qui risque d'être mis en péril si les glaciers ont disparu plus tard. Il n'est pas présent partout, et c'est bien illustré par ce travail d'un collègue anglais qui a regardé une fois de plus toute cette région en périphérie du plateau du Tibet, et qui a regardé dans les débits des rivières quelle est la fraction de l'eau des rivières qui vient des glaciers, quelle est la fraction qui vient d'autres sources. Les autres sources, ça va être les précipitations ou la fonte de la neige saisonnière, mais la neige qui se trouve hors des glaciers. Et la part bleu marine sur ces camemberts, c'est la part des glaciers. Donc vous voyez, et là on considère une année moyenne, en moyenne sur l'année, quelle est la part des glaciers. Donc vous voyez que c'est assez hétérogène. Dans la zone de mousson, les glaciers ne contribuent pas. Ils fondent typiquement au Népal, ils fondent en été, au moment de la mousson, où les débits des rivières sont chargés par les pluies de mousson. Donc la part des glaciers est complètement diluée dans les rivières. Donc c'est typiquement l'exemple d'une région où les glaciers ne contribuent pas, ou quasiment pas, à la ressource en eau de ces rivières. En revanche, dans la partie plus à l'ouest de l'Asie, et notamment les bassins comme ceux de la mer d'Aral ou le désert du Tarim, là, c'est des glaciers comme dans les Alpes ou les Pyrénées à accumulation hivernale. Ils accumulent en hiver, ils fondent en été, et donc, naturellement, ils vont avoir une contribution plus importante au débit des rivières. Mais pour une année moyenne, la contribution reste relativement modeste. On va regarder maintenant leur contribution pour une année de sécheresse et au mois d'août, donc le mois de l'année le plus sec de l'année. Donc, vous voyez ici que nos camemberts, ils ont considérablement changé. Dans la zone de mousson, toujours pas d'importance des glaciers. En revanche, dans la partie ouest de la région, dans les zones arides, cette contribution devient importante. Pour certaines rivières, l'intégralité du débit des rivières provient de la fonte des glaciers. Quand les glaciers auront disparu, c'est des rivières qui seront donc à sec, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer, notamment pour les écosystèmes. Pour donner quelques ordres de grandeur, en France, en 2003, lors de la canicule de 2003, 40%, la fonte des glaciers dans les Alpes correspondait, dans le bassin versant du Rhône, correspondait à environ 40% du débit du Rhône près de son embouchure. Voilà, ça vous donne un peu les ordres de grandeur. On n'est pas sur l'intégralité de la ressource en eau qui provenait des glaciers, mais on est quand même sur une fraction relativement importante. Bon, dans les Pyrénées, ils sont trop petits déjà. Dernière conséquence, pour clore la conférence, les glaciers, comme les calottes polaires, contribuent à la hausse du niveau des mers. Donc je vous ai mis à droite cette graphe qui montre la hausse du niveau de la mer depuis 1993, depuis qu'on la mesure avec assez grande précision par les satellites. C'est des taux qui peuvent paraître faibles, du millimètre par an, mais quand on se projette dans 100 ans, ça fait des hausses de plusieurs dizaines de centimètres, et ça devient vraiment très important. Et on voit que cette hausse du niveau de la mer, elle va en s'accélérant. Vous avez les moyennes pour les différentes périodes, je pense que vous arrivez à lire, et vous voyez que sur les 5-6 dernières années, ça s'est accéléré de manière assez considérable. Un travail de la communauté scientifique, c'est de comprendre quelles sont les causes de la hausse du niveau de la mer, quelles sont les différentes composantes qui contribuent. C'est quelque chose aujourd'hui qu'on arrive à faire assez bien. La première contribution, c'est la dilatation thermique, c'est-à-dire que le fait que les eaux océaniques se réchauffent, comme elles se réchauffent, elles gagnent en volume, et donc elles occupent un volume plus important, donc ça fait augmenter le niveau des océans à masse constante. Et puis après, il y a des choses qui font varier la masse de l'océan, qui apportent de l'eau dans les océans. Et c'est à la fois les calottes polaires, Antarctique et Groenland, vous voyez que c'est une contribution importante, qui était très faible jusqu'à 2000 et qui est en train de s'accélérer considérablement. Et puis nos glaciers, donc je vous ai montré comment on les mesurait, et qui donc contribuent à environ 25% de la hausse aujourd'hui du niveau des mers. Puis il y a une dernière composante, c'est les eaux continentales. C'est le fait qu'on ait tendance de plus en plus à les puiser dans les nappes phréatiques, notamment pour l'irrigation.
Et donc on est en train de vider les nappes phréatiques, et tout ça, à terme, après avoir servi pour l'irrigation, ça vient par écoulement, ça va remplir les océans. Voilà, donc les projections, il y a aussi, de même qu'on fait des projections pour l'évolution des glaciers, on fait aussi des projections sur l'évolution des calottes polaires, des projections sur la hausse de la température de l'océan, ce qui nous permet de projeter quelle sera l'évolution future du niveau de la mer. C'est quelque chose d'assez incertain. On est entre 40 cm à plus d'1 mètre de hausse du niveau de la mer en 2100. Et la principale source d'incertitude, c'est la stabilité des calottes polaires. Donc on ne sait pas comment elles vont répondre au réchauffement de l'océan. On voit des instabilités se mettre en place. On ne sait pas dans quelle mesure elles vont s'accélérer. Et ça, c'est le grand point d'interrogation pour savoir de combien le niveau des mers va monter à l'échéance de 2100. Alors pour terminer, quelques photos quand même. Je vais de temps en temps sur le terrain, même si je suis souvent dans mon ordinateur et mes images satellites. Et puis je vous donne un peu de biblio, si vous voulez creuser. Le livre de Bernard Francou et Christian Vincent, Quoi de neuf sur la planète blanche, un très bel ouvrage. Tout récemment, paru en librairie, une revue qui s'appelle Relief, très belle qualité, et avec un collègue de Grenoble, Romain Millan, on a fait un article qui vous synthétise une partie de travaux que je vous ai présentés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on sait de l'évolution des glaciers et des calottes polaires? Donc si vous avez plein de questions sur les calottes polaires, vous pouvez aussi lire cet article. Et puis si vous voulez tenir au courant régulièrement de l'actualité sur les domaines du climat, je vous invite à suivre ou à vous abonner à la revue qui s'appelle La Météorologie, où des chercheurs travaillent à faire de la vulgarisation de leurs travaux en français. Et il y a pas mal d'articles sur la neige et glace. Pierre contribue de temps en temps avec des articles. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et pour les questions, s'il y en a sur les Pyrénées, j'ai mon joker dans la salle. Alors n'hésitez pas, même Pierre, si tu veux venir, ou je te passerai le micro, mais... Est-ce que les glaciers aujourd'hui sont plus petits ou restent plus grands qu'avant le petit âge glaciaire? Alors, juste avant le petit âge glaciaire, ils sont plus petits. Enfin, le petit âge glaciaire a quand même été une période d'optimum pour les glaciers, où ils ont tous regrandi, donc oui, ils sont plus petits. Après, dès qu'on remonte plus loin dans le passé... Pardon, je ne sais pas si vous avez compris. C'était plus petit avant le petit âge glaciaire qu'aujourd'hui ou plus grand? Non. À la fin du petit âge glaciaire, 1850, à la fin de cette période froide, les glaciers étaient plus grands qu'aujourd'hui. Non, pardon. Non, je veux dire, ouais. Avant le petit âge glaciaire... Alors après, plus on remonte dans le passé, et notamment il y a une période dont on parle souvent, c'est l'optimum médiéval, au milieu du Moyen-Âge. On sait que les glaciers ont été beaucoup plus petits qu'au petit âge de glace. Et là, ça devient très compliqué de comparer, parce que, entre-temps, les glaciers ont réavancé. Et donc, les endroits où on va pouvoir comparer, ce n'est pas forcément des endroits difficilement représentatifs. Est-ce que vous pensez qu'au milieu du Moyen-Âge, les glaciers étaient plus petits qu'aujourd'hui? Toutes les reconstructions qui existent depuis 2000 ans indiquent qu'aujourd'hui, on est en train de vraiment passer sur des surfaces inférieures à tout ce qui a été connu depuis 2000 ans. Mais c'est des reconstructions, on n'est pas du tout sur le même niveau de résolution et de certitude, parce qu'il faut aller trouver des endroits qui sont en train d'être déglacés aujourd'hui et aller retrouver des évidences de la position des glaciers avant une période de réavancée. Donc forcément... Vous avez une question sur la disparition des glaciers. Vous avez estimé à l'échelle globale que 50% des glaciers risquaient de disparaître dans le meilleur des cas. Est-ce que cette estimation a été faite sur l'Europe concernant les Alpes et les Pyrénées? Oui. Alors, Pyrénées, je laisserai Pierre en dire deux mots. Sur les Alpes, je n'ai pas le pourcentage en nombre. Ce que j'ai en tête, c'est sur les Alpes, si on suit le scénario
médian actuel, c'est-à-dire le scénario des engagements de l'État, dont je vous ai dit qu'il conduisait à 2,7 degrés de hausse de la température globale. Dans ce contexte-là, en volume, les glaciers alpins perdent 94% de leur volume. Et finalement, si on prend le scénario 2,7, 2, 3, enfin, ça ne fait pas beaucoup de différence. 1,5 degré, je ne suis pas sûr d'avoir le chiffre en tête, mais je crois que c'est quand même 1,5 degré, je crois que c'est 80% du volume qui est perdu dans les Alpes. C'est dire combien le déséquilibre est fort aujourd'hui. C'est-à-dire que, quelque part, même si on stabilise la température à un niveau très légèrement inférieur à celui d'aujourd'hui, on perd quand même 80% du volume des glaciers. Et en nombre, je n'ai pas le chiffre, mais presque plus pertinent, c'est le volume. Et pour les Pyrénées, je ne sais pas si tu veux... Oui, bah, du coup, pour les Pyrénées, quel que soit le scénario, de toute façon, ils sont condamnés, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure. En fait, le climat s'est réchauffé tellement vite que les glaciers miroirs du climat n'ont pas la rapidité, la même rapidité que le climat, donc n'arrivent pas à s'adapter. Ils s'y adaptent avec un grand temps de retard, avec une grande inertie. Donc même si on stabilise, ils disparaissent quand même. Et ça, on le voit assez bien au niveau des glaciers des Pyrénées, parce qu'au cours des visites en fin d'été, en septembre, on voit que tous les glaciers quasiment sont dénudés de leur neige de l'hiver, qui est censée représenter la zone d'accumulation et la régénération du glacier. Donc il n'y a plus de zone d'accumulation sur les glaciers des Pyrénées, donc ça montre bien que même si on stabilise les conditions climatiques, ils continuent de fondre et de disparaître pour s'équilibrer avec les conditions climatiques actuelles. Donc quel que soit le scénario, ils sont voués à disparaître. Aujourd'hui, c'est une petite vingtaine de glaciers sur les Pyrénées, France et Espagne, sachant qu'il y en avait 45 en l'an 2000 et qu'à peu près on en a perdu un par an depuis 2000. Et donc là, une vingtaine sur les effectifs. Et les surfaces, les pertes de surface, c'est plus de 90% de pertes de surface des glaciers des Pyrénées depuis la fin du piquage glaciaire, mais vraiment avec une accélération au cours des dernières décennies. Et par exemple, ce qui est, je trouve, assez symptomatique, là, c'est donc le bilan NAS 2022 était très très négatif dans les Alpes, un peu moins en 2023. Et dans les Pyrénées, 2023 a à nouveau battu des records. Et une partie de l'explication à cette différence, c'est les glaciers alpins, en avril, mai, juin, il a quand même plutôt pas mal plu. L'hiver avait été très sec, et puis il a plu tardivement. Et sur les glaciers alpins, en tout cas de haute altitude, c'est la neige qui est tombée, qui a permis un peu de limiter la casse. Alors que Pyrénées, à ce moment-là, quand il pleut, c'est pas de la neige qui tombe, quoi. En mai-juin, du coup, ces pluies qui ont été, je crois que c'est des mois assez normaux climatologiquement au niveau pluie, là, ces mois de fin de printemps. Et c'est pas la neige qui est tombée sur les glaciers des Pyrénées, ce qui explique en partie aussi avec une saison de fonte qui s'est étendue très 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 longtemps en septembre-octobre, qui explique que les Pyrénées, c'est encore plus négatif en 2023 qu'en 2022. Oui, voilà. Alors c'est encore plus négatif effectivement pour le glacier dessous. Oui. Donc comme ça a été présenté là, sur les Pyrénées, 2022, c'était un record de fonte, jamais mesuré autant de fonte, donc ça s'est vu sur le glacier dessous, mais aussi sur le glacier d'Amalabeta, sur le glacier du Mont Perdu, qui sont d'autres glaciers dans les Pyrénées suivis par les scientifiques espagnols. Donc record de fonte en 2022, et en 2023, à nouveau un record. Donc record sur Rossou, sur les autres glaciers, non, proche du record, mais plutôt inférieur. Donc on a quelque chose qui est semblable à ce que tu as présenté là sur les Alpes, mais donc on a vraiment ces 2 années, 2022-2023, qui explosent les valeurs moyennes depuis plusieurs décennies. Donc c'est vraiment, on a l'impression qu'un moment charnière, enfin je ne sais pas ce qui se passe, mais il s'est passé quelque chose sur ces 2 dernières années, marqué donc à la fois par des très fortes températures estivales, et pour 2023 dans les Pyrénées, par quand même une très faible accumulation de neige au cours de l'hiver, qui donc n'a pas arrangé les choses pour l'été qui a enchaîné derrière. Est-ce qu'on a une idée de l'évolution de la température, on va dire, globale du globe, qui serait engendrée donc, par la combustion de l'ensemble des ressources fossiles sur différents scénarios? La question, c'est quelle serait, si on brûle l'ensemble des fossiles, quelle est la hausse de la température? Si on les brûle sur 50 ans, sur 100 ans, sur 150 ans? Non, j'ai pas les chiffres. Je sais qu'à un moment, les scénarios les plus pessimistes du GIEC, qui conduisaient à des hausses de température de l'ordre de 5 degrés en 2100,
quelque part, ils ont été un peu remis en cause parce qu'ils impliquaient de brûler des quantités de fossiles, de charbon, gaz, dont on n'est même pas sûr qu'elles existent ou qu'elles puissent être extraites. Donc ces scénarios qui étaient vraiment extrêmes et pessimistes, ils ont à un moment été pas mal commentés, décriés dans la communauté parce que c'était peut-être trop extrême. C'est-à-dire qu'il y avait plus à brûler de fossiles que ce qui existe vraiment. Voilà, donc je pense que du coup, ça donne un peu la barre haute, 5-6 degrés de ce qui peut se passer si on brûle tout. Mais là, je sors un tout petit peu de mon domaine de compétence. Donc je dis ce que j'ai entendu dans la communauté, mais ce n'est pas mon domaine de recherche non plus. Une question sur la fonction de château d'eau naturel là, que vous avez évoquée. Est-ce qu'il y a des zones des Alpes qui sont particulièrement exposées à cette perte? Parce que moi, je pense au sud des Alpes, notamment où il y a le glacier des Écrins. On voit que ça irrigue beaucoup la vallée de la Durance, etc. Est-ce qu'il y a des zones particulières en termes d'accès à l'eau? Je n'ai pas de chiffres spécifiques sur la vallée de la Durance. Tout dépend, en fait, évidemment, la fraction du bassin versant couvert en surface par les glaciers. Je sais qu'il y a pas mal de travaux sur le Rhône et le Rhin, où il y a des fractions quand même de glaciers, des glaciers importants en taille. Et la Durance, non, je ne peux pas répondre spécifiquement sur la Durance. Est-ce qu'il y a des protections qui sont prises pour protéger les zones libérées par les glaciers? Je pense en particulier pour éviter que tous les cristalliers se précipitent et vident les fours à cristaux qui pourraient apparaître lors du retrait des glaciers. Est-ce qu'il y a des mesures particulières qui sont prises? C'est sujet de vraie actualité, puisque là, il y a eu un appel des scientifiques d'ONG tout récemment, cette semaine, à protéger justement le domaine périglaciaire. Donc ça fait suite aussi à des opérations controversées dont vous avez peut-être entendu parler, les pelleteuses près de Zermatt qui sont allées creuser des glaciers pour extraire de la neige et les mettre sur une piste de ski pour une compétition. Les travaux aussi au-dessus de la Grave pour prolonger le téléphérique. Donc tout ça, il y a une mobilisation d'une partie, de la communauté scientifique et des ONG pour essayer de faire un appel et un peu un moratoire pour essayer de protéger ces zones. Pour l'instant, il y a une partie, alors je ne sais pas exactement, mais il y a une partie des zones qui sont protégées, mais là l'idée c'est que l'ensemble de ces zones soit protégé, effectivement. Il y a des exemples dans d'autres pays de protection, notamment en Argentine. Là, c'était une autre problématique, c'était une problématique d'extraction de minerais, et donc là, typiquement, il y avait pas mal d'entreprises qui venaient carrément découper des glaciers pour aller extraire les minerais qui étaient situés en dessous. Et du coup, là, il y a une loi nationale en Argentine, et puis plus récemment au Chili, de protection des glaciers et de l'environnement périglaciaire. Et donc, il y a eu tout un inventaire très précis qui a été fait pour définir les zones à protéger. Donc, il y a des précédents, et finalement, ces pays-là sont presque en avance sur nous, parce que le besoin s'est fait sentir encore plus avant nous. Mais il faut espérer que cet appel va donner suite. Il y avait donc le sommet cette semaine à Paris, là, le One Polar Summit. Donc, il y a eu certaines annonces, mais sur ce sujet-là, c'est resté quand même assez vague. Il n'y a pas une annonce ferme du président. On va discuter. C'était un peu ça le... Je remercie Étienne évidemment de nous avoir passionné par sa conférence finale. Et puis bien sûr, à vous remercier tous de votre participation à ce deuxième congrès fédéral ici en 2023 à Pau. Et on espère qu'évidemment ça vous a plu. Vous avez passé un bon moment à la fois productif et convivial. De notre côté, il semble que c'était le cas. Et le repas évidemment vous attend à la sortie. Je vous souhaite bon retour dans vos clubs et vos régions respectives. Merci à tous.